Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être là. Désolée pour ce petit problème de début. Je suis très contente. Mon nom est Catherine Boulanger. Je suis coordonnatrice au CAPRES. Je suis contente de vous présenter ce webinaire-là, qui est le premier d'une série de 6 sur des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en enseignement supérieur. Et juste avant de vous présenter notre animatrice, je vais vous demander de compléter ces petits sondages-là ici rapidement. Pendant que je vous présente notre animatrice, ça va nous aider pour la suite des choses. Pardon. Donc, je vais vous laisser avec Mme Martine Dumais. Mme Dumais est enseignante au département d'histoire et membre du comité de coordination de la réussite au Cégep de Limoilou. Elle est chargée de cours à l'Université Laval, très impliquée dans le milieu de l'éducation pour une préoccupation particulière au niveau de l'intégration de la relève enseignante et aussi l'intégration des technologies dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc, c'est un grand plaisir que nous avons de l'avoir comme animatrice. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Dumais. Je vous laisse encore peut-être quelques secondes pour compléter cette information-là pour ceux qui sont intéressés de le faire. Et je vais laisser la parole à Mme. Martin. C'est beau. Donc, merci Catherine. Bienvenue à chacun et à chacune. Donc, en ligne, malheureusement, on ne vous voit pas, mais on va vous entendre puis on va suivre vos questions. Donc, il me fait plaisir d'animer ce premier webinaire sur des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en enseignement supérieur. Notre personne ressource est le rédacteur du dossier que vous avez pu trouver sur le site du CAPRES. C'est M. François Vasseur que vous allez entendre dans quelques minutes. M. Vasseur a une longue expérience, c'est un jeune retraité, mais qui a une longue expérience. Donc, il a été enseignant au niveau collégial, aide pédagogique individuelle. Il a travaillé comme conseiller pédagogique pendant plus de 20 ans. Il a travaillé beaucoup sur l'approche par compétences, sur l'évaluation des apprentissages. Et il a donc été le rédacteur du dossier que vous avez pu voir et dont il va nous communiquer les principales conclusions. C'est aujourd'hui le premier de 6 webinaires, comme le rappelait Catherine Boulanger. Maintenant, M. Vasseur est consultant, ce qui lui permet de se consacrer à différents mandats. Vous entendrez aussi à différents moments M. Simon Larose. M. Simon Larose est enseignant à l'Université Laval au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage. Et il s'est intéressé à beaucoup de sujets liés à la pédagogie et à l'enseignement. On peut penser à la transition secondaire collégiale, au mentorat, à la prévention du décrochage scolaire, aux trajectoires scolaires et professionnelles. Il a participé à différents congrès. Il a plus de 80 publications dont on ne fera pas l'énumération. Donc, il va intervenir à différents moments en réaction, plus ou moins à ce que M. Vasseur va dire comme commentateur. Et avant de commencer plus amplement, je donnerai la parole à Mme Caroline Lessard, qui est présidente du CAPRES, pour qu'elle nous présente tout de suite le CAPRES et ses mandats. Bonjour, alors à titre de présidente du CAPRES, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette série de webinaires en lien avec le dossier des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en enseignement supérieur. Alors, Martine m'a présenté, je suis aussi directrice du soutien aux études et des bibliothèques à l'Université du Québec. Alors, brièvement, le CAPRES, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. C'est un organisme qui a été fondé en 2002. C'est un organisme interordre, donc qui s'intéresse autant au collège qu'aux universités. Et je vous dirais que le CAPRES se définit de 2 façons. Premièrement, le CAPRES est une vitrine de ce qui se fait en matière de persévérance et de réussite en enseignement supérieur. Et sa diffusion passe notamment par son site web, les réseaux sociaux, son infolette. Le CAPRES se veut aussi une interface entre les divers acteurs concernés par les questions de persévérance et de réussite pour favoriser leur mise en réseau. En fait, l'objectif ultime du CAPRES, c'est vraiment de favoriser la mobilisation des connaissances. Alors, comment ça se concrétise, cet objectif-là de mobilisation des connaissances? C'est notamment par la création annuellement de 4 dossiers thématiques qui sont choisis par le CAPRES à la suite des besoins qui sont entendus par le CAPRES, les besoins des acteurs des milieux concernés. Et une fois les thématiques identifiées, il y a la rédaction de 4 synthèses ou dossiers documentaires dans le but d'informer, d'outiller, de faciliter l'appropriation d'un sujet qui est problématique ou d'un enjeu en lien avec la persévérance et la réussite. Et une fois les dossiers rédigés, le CAPRES organise des webinaires pour creuser davantage certains aspects du dossier et aussi pour présenter des pratiques inspirantes qui sont mises en place dans les milieux, les collèges, les universités.
Les webinaires permettent le partage, l'échange entre les acteurs du terrain et les experts des milieux. Donc, c'est grâce à ça qu'on réussit à atteindre notre objectif de mobilisation des connaissances. En lien avec le dossier qui nous concerne, qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur ce dossier-là? D'abord, une volonté d'avoir un regard complet sur les facteurs internes qui favorisent la réussite et la persévérance en enseignement supérieur, mais aussi une volonté d'outiller les intervenants dans les milieux, les établissements pour pouvoir leur permettre de se forger une vision sur ce qu'est la réussite en enseignement supérieur en 2016 quand on veut tenir compte de la recherche et soit établir un plan stratégique ou mettre en place des mesures. Donc, avoir une revue aussi de littérature qui était internationale et non pas uniquement ce qui se fait au Québec. Donc, le dossier a été publié cet automne et cet hiver, on lance notre série de webinaires. C'est le premier aujourd'hui dans le but de creuser certains éléments, mais aussi pour vous présenter des pratiques qui ont été mises déjà en place en lien avec cette revue de littérature-là. Donc, des experts seront présents tout au long de l'hiver avec des intervenants dans les milieux. Et le premier webinaire se veut donc une présentation générale et faire des liens aussi entre les différents dossiers. Alors, je m'arrête ici, puis j'espère que ces webinaires sauront répondre à vos attentes. Merci beaucoup. Merci Caroline Lessard. Donc, pendant que M. François Vasseur s'installe, juste vous rappeler la façon de fonctionner un petit peu. Donc, M. Vasseur va commencer par présenter sa représentation de la réussite. Donc, et après ça, des conditions de la réussite. Et si vous avez lu ou consulté le dossier, vous avez vu qu'il y a 4 conditions de la réussite. Je vais le laisser s'installer un petit peu. Il y a 4 conditions de la réussite qu'il va nous présenter. Donc, dans un premier temps, il présente la représentation de la réussite. Monsieur Larose pourra réagir. Après ça, conditions de la réussite, la condition 1. Après ça, on aura une période de questions, conditions 2 à 4, et il y aura après ça une autre période de questions. Et en tout temps, M. Vasseur pourra amener un commentaire ou une interrogation pour aller plus loin à ce moment-là. Donc, je donnerai la parole à M. François Vasseur. Bonjour, M. Vasseur. Bonjour. Je vais essayer de mettre les participants en contexte un peu. Il y a environ un an, le CAPRES m'a proposé de rédiger un dossier sur les facteurs internes d'accroissement de la réussite et de la persévérance en éducation supérieure. Et j'ai, à ce moment-là, fait un choix dont je me suis longtemps désolé ensuite. Ça a été celui d'aborder la question sans a priori. En fait, sans m'appuyer sur les lectures que j'ai faites au fil des ans, sans m'appuyer sur la documentation que j'avais accumulée, sans me référer aux expériences que j'avais pu vivre dans les milieux où j'ai travaillé et dans d'autres milieux de l'éducation supérieure que j'ai fréquentés. En fait, ce que je m'étais donné le défi de faire, au moins pour moi, c'était de poser un regard aussi neuf, de mon point de vue, là, aussi neuf que possible sur la vision qu'on a maintenant, en fait, ces dernières années, à propos de l'accroissement de la réussite et de la persévérance. Ce pourquoi je fais ce choix-là, c'est parce que souvent on combine dans le regard qu'on porte des éléments dont on traîne les traces depuis longtemps, sans toujours savoir si ces éléments-là sont toujours pertinents. J'essaie de poser un regard aussi neuf que possible, ce qui a exigé une longue enquête documentaire avec ses limites. Ça ne traitait que des facteurs internes, et donc pas de tout ce qui peut être externe et qui a aussi une influence sur la réussite. J'ai fait la recherche, ça n'a pas la même richesse, ça n'a pas la même ampleur que ce qu'aurait pu avoir le travail d'un collectif. Et par ailleurs, le traitement qu'on pouvait en faire dans le cadre d'un dossier est aussi limité. Bien que l'ampleur du dossier a été plusieurs fois accrue, il reste que le traitement a été limité. Le dernier élément du contexte que je veux souligner, puis j'en profite parce que
M. Larose est là, c'est que c'est le dossier d'un généraliste. C'est pas le dossier d'un spécialiste, c'est le dossier de quelqu'un qui a enseigné, qui a été aide pédagogique, qui a été conseiller pédagogique, qui s'est toujours préoccupé dans ce cadre-là de réussite, mais qui n'est pas un spécialiste du sujet. Il me semble qu'il se dégage, en tout cas pour moi, du dossier, deux grands éléments. Un premier résultat qui est le dossier lui-même. Puis chacun pourra juger de sa fidélité à ce qu'on dit maintenant à propos de l'accroissement de la réussite, de sa pertinence, de sa justesse et de son utilité. Le deuxième résultat, c'est davantage de ça que je souhaite qu'il soit question aujourd'hui, c'est je dirais la compréhension que j'ai maintenant de la réussite, la compréhension plus globale, puis il me semble plus dynamique que celle que j'avais auparavant de la réussite. Donc c'est ce résultat-là de la démarche d'enquête que je voudrais mettre en évidence aujourd'hui, sachant que les prochaines rencontres vont porter davantage sur des facteurs de la réussite qui sont liés à différents agents, les étudiants, les enseignants, les programmes d'études, les établissements et les services, que ce soit les services liés à la formation ou les services qui offrent de l'aide aux étudiants. Pour Martine, on peut Oui, utiliser donc... la diapositive suivante. OK. Ce que j'ai à l'esprit maintenant, puis ça peut être la diapositive précédente, ce que j'ai à l'esprit maintenant, c'est une catégorisation, là, juste ou pas, là, mais qui me convient, c'est une catégorisation des facteurs d'accroissement de la réussite comme deux ensembles. Les facteurs qui sont liés aux agents de cette réussite et de cette persévérance, c'est ceux dont traite le dossier, et des facteurs qui sont liés à des conditions d'accroissement de la réussite. En fait, des conditions qui seraient celles d'un véritable mouvement d'ensemble en faveur de l'accroissement de la réussite. Et il me semble qu'il s'en dégage 4 de l'enquête et du dossier. Elles apparaissent à l'écran. Une vision prégnante de la réussite, puis j'insisterai à la fois sur le caractère prégnant et sur la vision elle-même. Une approche systémique de la réussite, un cadre de référence commun en matière de réussite, puis un projet partagé coopératif de réussite. Ils apparaissent dans cet ordre-là. Il pourrait apparaître dans un autre ordre. Un projet partagé coopératif de réussite pourrait appeler à dégager une vision prégnante de la réussite, à en énoncer une, pourrait créer une approche plus systémique de la réussite. Et, peu importe, il me semble que si on souhaitait créer un mouvement d'ensemble, tant à l'échelle de l'éducation supérieure dans son entier, que dans un établissement, dans un programme d'études, dans un service, dans une faculté, au sein d'un groupe d'enseignants, peu importe. On serait confronté à ces 4 conditions-là. Et je dirais, mais c'est un point de vue personnel, que les limites actuelles de ce qu'on peut faire en matière de réussite, et Dieu sait qu'il se fait des choses incroyables en matière de réussite, les limites actuelles sont provoquées en quelque sorte par le fait qu'on ait de la difficulté à mettre en place ces 4 conditions-là ou certaines d'entre elles. Monsieur Vasseur, est-ce que je pourrais me permettre de demander à Monsieur Larose ce qu'il pense de ces 4 conditions-là rapidement dans un premier temps? J'entendais Monsieur Vasseur. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Vasseur, Martine. Bonjour. J'entendais les éléments de contexte que M. Vasseur vient de présenter, puis j'avais en tête ce qu'on dit souvent lorsque les gens tentent de développer des programmes novateurs, que ce soit de nature pédagogique ou pour prévenir la réussite, faire la promotion de la réussite. On invite souvent les gens à penser à ce qu'on appelle un modèle logique ou un modèle causal. On aime souvent mieux le modèle logique dans lequel on met un ensemble de boîtes pour préciser la finalité, que sera soit la réussite scolaire ou la réussite éducative.
et de préciser par quel mécanisme ça va passer et sous quelles conditions l'atteinte des objectifs sera atteinte. Puis dans ces modèles logiques-là, en termes un peu plus méthodologiques, on parle de variables médiatrices et modératrices. En fait, quand on parle d'une approche systémique, c'est de considérer tout ça. C'est lorsqu'on implante un programme, lorsqu'on implante une intervention, lorsqu'on implante un programme d'accueil d'intégration, d'avoir en tête comme gestionnaire de programme, c'est quoi le modèle logique qu'on a derrière la tête, qu'est-ce qu'on veut changer et par où on va y arriver pour créer ces changements-là chez les étudiants qui seront exposés à ces programmes-là. Donc, de penser à des chaînes d'effets en causalité, mais des contextes qui vont conditionner l'efficacité ou parfois créer des limites dans l'impact de nos interventions. C'est un peu théorique, mais on est dans le contexte, et quand M. Vasseur parle d'approche systémique, le fait de partir avec un modèle logique comme intervenant, c'est souvent un premier pas, et c'est souvent de s'entendre sur les contenus de ce modèle-là, dans une culture donnée, avec les acteurs qui sont importants, pour qu'on puisse travailler et toujours avoir comme repère ce modèle-là. Je dirais une dernière chose. M. Vasseur est très humble quand il dit « je suis un généraliste, je ne suis pas un spécialiste ». Je pense qu'étant plus proche du terrain actuellement, on peut aussi le considérer comme un spécialiste. Et moi, je me vois comme un observateur externe qui peut avoir un propos généraliste sur la vision spécialisée de M. Vasseur. Parfait, merci M. Larose. Donc, M. Vasseur, si on passait cette première condition, cette vision prégnante de la réussite, donc vous nous amenez sur ce terrain-là, quelles sont les raisons du choix de cette vision-là comme telle? En fait, il circule beaucoup de visions de la réussite, ne serait-ce que sous l'angle de réussite scolaire ou réussite éducative. Les cégeps, les universités, puis j'imagine l'éducation supérieure dans son ensemble, quand elle traite de réussite, peut traiter à la fois de pourcentage de cours réussis, de pourcentage d'obtention de diplôme par chacun des étudiants, de durée des études menant à l'obtention de diplôme, d'unités accumulées à certaines étapes de la formation, de notes finales obtenues. Est-ce que réussir à 60% c'est réussir? C'est une question qui revient fréquemment. Donc, moyenne générale obtenue, atteindre des cibles de formation. Est-ce que réussir, c'est atteindre les buts, les objectifs des programmes d'études? Est-ce que réussir, c'est faire des apprentissages approfondis? Est-ce que réussir, c'est faire des apprentissages intégrés? L'une des difficultés de toute action en matière de réussite, puis je pense que M. Larose l'a bien souligné, c'est d'abord d'avoir une vision commune de la réussite, ou si je le dis autrement, de faire en sorte qu'une vision devienne prégnante dans un milieu, qu'elle comme s'impose à l'esprit des gens qui forment ce milieu-là. Sans représentation commune de ce qu'est la réussite, on va avoir bien du mal à travailler à faire en sorte que cette réussite s'accroisse. En tout cas, collectivement, là, chacun d'entre nous peut aussi faire sa part, mais il y a moins de chances que les éléments s'emboîtent correctement. La vision de la réussite qui a été retenue l'a été d'abord parce que c'est celle qui s'est imposée. Elle n'était pas là. On vous entend toujours, M. Vasseur. On vous entend toujours, M. Vasseur. Oui, mais moi, je ne vous vois plus. Mais je vais continuer. Elle n'était pas là au point de départ. C'est une vision de la réussite à laquelle se sont référés, ou à laquelle se réfèrent, nombre des auteurs que j'ai consultés. Par ailleurs, c'est aussi une vision de la réussite qui est présente implicitement
dans les propos de nombreux autres auteurs. Quand ils traitent d'agents de la réussite, quand ils traitent de facteurs de la réussite, ce qui est sous-jacent, c'est cette vision-là de la réussite à laquelle je vais me référer. Cette vision-là de la réussite comporte trois dimensions qui me semblent interreliées. D'une part, on parle de réussite quand l'étudiant s'investit dans sa formation, quand il relie les objectifs scolaires, les objectifs personnels, quand il consacre à leur concrétisation, à leur atteinte, le temps requis, les moyens adéquats, les efforts nécessaires. Donc, c'est la première dimension. C'est ce à quoi on fait référence maintenant souvent quand on parle de l'engagement étudiant. La deuxième dimension, c'est la progression. On va parler de réussite quand l'étudiant croît durant sa formation, quand il se développe par rapport à ce qui est visé, quand il progresse, quand il acquiert, enrichit peu à peu des habiletés multidimensionnelles qui sont celles, qui sont celles d'une éducation supérieure. C'est la deuxième dimension de la définition de la réussite. La troisième dimension de la définition de la réussite, c'est celle des résultats. On va parler de réussite quand il a atteint des buts et des objectifs de formation, quand l'étudiant est capable de mettre en œuvre ce qu'il a appris dans sa vie personnelle, sociale, culturelle, professionnelle, et quand il est satisfait de sa formation. Donc, c'est la réussite de l'étudiant, mais c'est aussi la réussite des formations ou ce qu'est une formation réussie. Une formation réussie, c'est une formation dans laquelle on s'engage, on s'investit, c'est une formation dans laquelle on se développe, puis c'est une formation au terme de laquelle on est capable de mettre en œuvre ce qu'on a appris dans l'exercice de la fonction de référence de la formation. Et ça, c'est peut-être plus apparent aux États-Unis qu'ici, c'est une formation dont on est satisfait, dont on se dit, cette formation-là m'a permis de devenir celle ou celui que je suis maintenant. Ce sont mes repères, je ne les ai pas choisis par hasard. D'une part, ils se sont imposés, d'autre part, ils correspondent assez bien aux fonctions, en tout cas à des fonctions de l'éducation supérieure. Il y en a d'autres, là, mais l'éducation supérieure doit faire en sorte que les étudiants élaborent puis intègrent des schèmes de pensée, des schèmes d'action, des schèmes de conduite qui sont ceux des personnes qui étudient dans des champs d'études. Elle doit faire en sorte aussi qu'on développe un certain nombre d'habiletés fondamentales qui sont caractéristiques d'une éducation supérieure. Puis, elle doit faire en sorte que les personnes qui en sortent soient prêtes à mettre en œuvre ce qu'elles ont appris dans les activités professionnelles, sociales, personnelles et dans les situations caractéristiques de ces activités-là. La définition renvoie à ce cadre-là. Après coup, je dirais, la définition permet aussi d'aborder le dossier comme il a été abordé, autour des agents de cette réussite-là et autour des facteurs déterminants qui peuvent accroître cette réussite-là. Monsieur Larose, vous qui êtes sur le terrain à l'université, comment vous réagissez à ce que M. Vasseur vient de nous dire à partir de ses relevés de littérature, sa longue expérience du collégial? Cette vision-là, est-ce qu'elle vous convient aussi? Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons. M. Vasseur est arrivé avec ce modèle-là qui est assez inclusif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir asseoir l'ensemble des dossiers dont il a traité par la suite à travers cette vision de la réussite. Moi, je dirais, je pourrais présenter un modèle complémentaire, mais qui dit un peu la même chose de façon différente. Je résume ça à apprendre, s'adapter et rencontrer les standards institutionnels. Donc, sous apprendre, on a toute l'acquisition des connaissances, des compétences qui sont visées par les programmes. Ça peut être des connaissances formelles, mais ça peut être aussi parfois des connaissances informelles qu'on n'évaluera pas à travers les programmes, mais qui ont quand même une importance dans la trajectoire de l'étudiant. S'adapter, il y a une mesure qui est très, très populaire aux États-Unis qui s'appelle
en anglais le Student Adaptation to College Questionnaire, sous laquelle on retrouve les principales dimensions d'une adaptation réussie. Est-ce que j'arrive à gérer mon stress au collège? Est-ce que j'arrive à rencontrer les exigences scolaires en termes de préparation de mon matériel, de préparation aux évaluations, de recours à l'aide des professionnels et des professeurs? Ajustement social, est-ce que j'ai créé des liens importants, significatifs, à la fois avec les pairs, à la fois avec les professeurs, à la fois avec les membres de l'institution? Et la dernière dimension qui est l'attachement institutionnel. Donc, est-ce que ça fait sens pour moi que je chemine dans ce collège-là? Donc, vous voyez, s'adapter en soi, pour moi, c'est aussi ça fait partie de la vision de la réussite, au-delà de la connaissance, au-delà d'apprendre. Au-delà de la connaissance. Et en dernier lieu, il y a toute la rencontre des différents standards fixés par l'institution. Et là, on réfère à la réussite des épreuves, des examens et évidemment les notes en bout de parcours. Monsieur Vasseur, comment vous réagissez maintenant à cette complémentarité qu'apporte M. Larose? Il me semble que définir la réussite ainsi est tout aussi inclusif et tout aussi révélateur des facteurs dont on va traiter dans le dossier. Alors, ça aurait aussi pu être mon choix. La différence, c'est que c'est pas ça qui s'est imposé à mon esprit, là, mais c'est tout à fait conforme à l'ensemble de ce que j'ai parcouru. Dans ce cas-ci, l'accent est peut-être encore davantage mis sur l'étudiant et la démarche même de la réussite. Hein. Cette démarche-là va devoir être soutenue, orientée, aiguillée, guidée, accompagnée par un ensemble d'agents qui vont, autant que faire se peut, agir sur un certain nombre de facteurs qui produiraient ces résultats-là, hein, d'apprentissage, d'adaptation et d'atteinte de standards. Messieurs, si vous permettez, avant de passer à la condition 2, on pourrait peut-être entendre si les participants ont des questions ou des interrogations ou quelques commentaires à faire. On s'essaye donc à gérer tout ça. Donc, comme expliquait Catherine Boulanger en début de parcours, vous pouvez poser vos questions soit en nous les écrivant, soit en essayant de lever la main. On sera heureux de vous entendre et d'essayer d'y répondre. S'il vous plaît, dire à qui s'adresse votre question, soit M. François Vasseur, soit M. Simon Larose. On va vous donner quelques secondes pour préparer les choses. Quelques petites questions, sondages qui apparaissent aussi à l'écran, si vous voulez les compléter en même temps. Donc, notamment la question numéro 5, on dit parmi les éléments suivants, lesquels, selon vous, influenceraient le plus la réussite? Marquez vos priorités. Il va y avoir des questions ou d'interventions particulières ou de commentaires. Monsieur Vasseur, si vous voulez bien, on s'en irait vers la deuxième condition, celle qui parle justement de ces agents, donc une approche systémique de la réussite. Pourquoi une approche systémique de la réussite? Enfin, pourquoi énoncer cette condition-là? Parce que sans doute que le dossier n'y fait pas suffisamment, enfin pas autant que je le souhaiterais après coup, référence, au moins dans sa forme. On aborde dans le dossier les agents successivement. On parle de l'étudiant, on parle de l'établissement, on parle du programme d'études, on parle des enseignants. À travers tout ça, on parle des services. Tous ces agents-là interagissent en matière de réussite. Et ce sont les interactions de ces agents-là qui pourraient avoir le plus grand effet sur l'accroissement de la réussite. Je peux l'illustrer, puis les diapositives suivantes, je pense, le font. Le système qui est représenté ici, c'est le système des agents. Il y a l'étudiant, hein, l'étudiant qui apprendra, l'étudiant qui s'adaptera et l'étudiant qui atteindra des standards, si je me réfère à ce que M. Larose a dit. Et il y a des agents qui peuvent contribuer à cet apprentissage-là, à cette adaptation-là et à cette atteinte des standards. L'établissement, les enseignants, les programmes d'études, les services. Plus leur action sera combinée, plus elle sera coordonnée et
plus ça aura possiblement d'incidence favorable sur la réussite et sur l'accroissement globalement là, de cette réussite-là, comme sur l'accroissement des possibilités de réussite pour chacun des étudiants. Je peux décrire brièvement ce que j'entends par là, sachant que les autres webinaires pourront le faire de manière plus explicite. Là, si on va à la diapositive suivante. Donc, l'étudiant apprend, l'étudiant s'adapte, ou l'étudiant s'adapte et apprend, et l'étudiant atteint des standards, ce qui apparaît là, sous formation réussie. Je dirais à propos de cet agent-là, de manière très sommaire, là, chaque étudiant dispose de ressources qui peuvent contribuer à sa réussite. Et plus l'étudiant est conscient des ressources dont il dispose, plus l'étudiant est conscient de l'importance et de l'impact possible de ces ressources-là sur sa réussite. Plus l'étudiant exploite, et plus il est appelé à exploiter, à développer, à enrichir ces ressources-là, plus il en acquiert d'autres, au contact des autres étudiants, comme M. Larose a dit, au contact des enseignants, dans les programmes d'études, au sein de l'établissement. Plus donc il accroît son répertoire de ressources et sa capacité à les utiliser, et plus il est susceptible de persévérer et de réussir. Bon. Puis, vous voyez apparaître les autres éléments. Hein. Plus l'établissement est centré sur le développement de l'étudiant, plus l'établissement formule des attentes élevées, mais réalistes en matière de réussite des formations, plus l'étudiant communique ces attentes-là, plus les établissements communiquent ces attentes-là aux étudiants comme aux autres acteurs de la formation, plus ils s'y tiennent, plus ils en assument la responsabilité, plus ils s'informent sur les étudiants et sur les formations, et plus les établissements sont susceptibles d'accroître la réussite. De la même façon, plus les établissements offrent aux étudiants les services dont ils ont le plus besoin, plus ils font en sorte que les étudiants recourent à ces services. Plus ces services sont adaptés aux caractéristiques des étudiants, plus ces services-là sont orientés vers les facteurs qui favorisent le plus la réussite et son accroissement, plus ils sont intégrés au cheminement de formation des étudiants, et plus ils vont participer à une formation réussie. C'est la même chose pour les programmes d'études. Plus les programmes d'études sont conçus et élaborés en fonction de ce qu'est une formation réussie, des standards qu'on cherche à atteindre, plus ils sont structurés et organisés dans l'intention de favoriser l'atteinte de ces standards-là, donc de faire évoluer les étudiants, de faire apprendre les étudiants dans cette direction-là, plus ils comportent d'actions et de mesures qui vont, y compris celles de service, qui soutiennent, accompagnent les étudiants dans cette démarche vers la réussite, plus on exploite au sein de l'établissement et des programmes des moyens de suivi du cheminement de l'étudiant et de suivi des effets de la formation, ou du suivi de la mise en œuvre même de la formation, et plus les programmes d'études vont être un facteur d'accroissement de la réussite. Et les enseignants, évidemment, plus ils vont souscrire, contribuer à l'atteinte des standards, plus ils collaborent avec les services, et plus les services collaborent avec eux, plus ils s'inscrivent dans une approche programme, plus ils se préoccupent de ce qui caractérise les étudiants et des moyens, des stratégies qui permettent de les faire apprendre, de les faire s'adapter et de les mener vers une formation réussie, eh bien, plus le rapport va être important, plus l'impact de cet apport-là va être grand sur la réussite des formations. Quand je me réfère maintenant à une approche systémique, c'est ce que je vois. Hein. Ces agents-là qui interagissent, qui œuvrent de façon concertée à une formation réussie. Et il me semble, là ça n'engage que moi, là, il me semble que cette concertation-là serait le
mouvement qui créerait de manière plus durable, puis dans le contexte propre à chacun des établissements, un accroissement de la réussite. François Vasseur, il y a un des participants, M. Robert Pailleur, qui pose la question suivante. Comment concilier la réussite avec les approches dans les programmes? Il dit la réussite n'est pas perçue de la même façon en sciences de la nature que dans un autre programme, quel qu'il soit, une technique ou un autre programme préuniversitaire. Donc, est-ce que ça se peut qu'il y ait des différences selon les programmes? Mais je dirais, si qu'on se réfère là, aux 3 dimensions que j'ai énoncées ou aux 3 dimensions, je vous ai encore perdu, mais j'espère que vous m'entendez, ou aux 3 dimensions que M. Larose a énoncées, globalement, la réussite est la même. Si la réussite, ça veut dire s'investir, si la réussite, ça veut dire se développer, si la réussite, ça veut dire atteindre les fins de la formation, globalement, la réussite, c'est la même chose. Elle va avoir un caractère spécifique dans chacun des programmes selon son orientation. Mais de la même façon, si la réussite, c'est apprendre, peu importe le programme, la réussite, c'est apprendre. Si atteindre des standards, peu importe les programmes, c'est atteindre des standards. Si la réussite, c'est s'adapter, peu importe les programmes, c'est s'adapter. Est-ce que les enjeux plus spécifiques sont exactement les mêmes d'un programme à l'autre? La réponse est non, là, puis je pourrais y revenir plus tard quand je traiterai de la 4e condition, qui est le projet concerté coopératif de réussite, là, qui peut être spécifique à un programme, qui peut être spécifique à un établissement, qui peut être spécifique à un enjeu, qui peut être spécifique à une étape de la formation. Là. Mais globalement, quand on parle de réussite, on parle toujours de la même chose, je pense, telle qu'on l'a exprimé ici. Même si les standards ne sont pas tout à fait du même ordre dans un programme qu'ils le sont dans un autre. Pour le reste, là, apprendre pose toujours les mêmes défis, puis s'adapter pose toujours les mêmes défis généraux. Puis là, ils ont un caractère propre, pas juste dans les programmes d'études, dans les milieux d'études. Hein. Un programme d'études, c'est une grande réalité. Le programme d'études dans un établissement et le même programme d'un autre d'études dans un autre établissement, c'est pas tout à fait la même réalité. Mais je dirais que globalement, là, moi, mon cadre de référence reste là. Simon Larose, on voit que sur la présentation de la condition 2, l'étudiant est au départ de la réussite, premier agent de sa réussite, comme on dit souvent. Dans le sondage, les participants ont bien mis en évidence que pour eux, l'étudiant est au cœur. Par rapport à tout ce que vous avez comme connaissance du terrain, est-ce que vous réitérez ça aussi? Je pense que il y a 2 choses que j'aurais modulées différemment dans le modèle systémique. Je pense que la beauté du modèle, c'est que on n'oublie aucun acteur et tous les acteurs ont leur importance dans la détermination de la formation et de la réussite. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que nos actions pénètrent la salle de classe? Autrement dit, la relation enseignant-étudiant. Quand on situe ça dans une perspective, appelons-la écologique, où on sait que les interactions sont souvent beaucoup plus fréquentes à l'intérieur des salles de classe, en interaction avec les enseignants, qu'ailleurs dans l'institution. Ça n'empêche pas que l'étudiant peut s'épanouir en faisant du sport-études, qu'il peut s'épanouir dans les programmes culturels, qui bénéficient de services. Tout ça est important, mais il faut toujours penser son modèle en disant en quoi je vais changer la nature des interactions lorsqu'elles demandent d'être changées, ou en quoi je vais renforcer la nature de bonnes interactions à l'intérieur des salles de classe. Et donc, pour moi, le lien avec l'enseignant devrait être au cœur du modèle et les paramètres comme établissement, programme d'études, services, et c'est ce que je constate, moi, dans la réalité, que les gens se disent tout le temps, si mon service doit être viable, c'est qu'il doit rendre service à l'étudiant, il doit améliorer la situation de l'étudiant, que ce soit en termes d'adaptation ou de connaissances, compétences. Donc pour moi, j'aurais tendance à mettre la relation enseignant-élève, ou à tout le moins ce qui se passe dans la salle de classe,
mais je pense que c'est de ça beaucoup dont on va parler dans les premiers webinaires là, par la suite, au cœur là, du modèle. Il ne faut pas sous-estimer que et ça, parfois, ça peut paraître déprimant, mais c'est la réalité. Les connaissances actuelles, quand on essaie de départager le poids des caractéristiques des étudiants versus le poids de la pédagogie, du climat de classe, de la culture institutionnelle, plus souvent qu'autrement, c'est le poids de l'étudiant qui est plus important dans la prédiction de sa réussite. Et ça se comprend très bien. Il arrive au collège, et il y a 17 ans d'expérience derrière lui, il y a 17 ans de soutien d'anciens professeurs, de parents, ou d'avoir évolué dans des contextes défavorables. Alors, il traîne 17 ans d'expérience avec lui dans un passage qui va durer 2, 3, 4 ans. Il ne faut pas sous-estimer que les caractéristiques de l'étudiant vont parfois influencer plus fortement l'action qu'on tente d'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut reculer et qu'il n'y a rien à faire, au contraire. Mais dans l'équation, je pense que si on veut être objectif avec les connaissances actuelles, ce poids-là est beaucoup plus important. Alors, je suis curieux de voir dans le sondage, je ne sais pas, Martine, si tu as une lecture du sondage complet, est-ce que c'est surtout l'étudiant qui était, le tiers, hein? Oui, il y en a plusieurs. Je cherche. Ça reflète un petit peu cette conception-là. Oui, je pense. François Vasseur, considérant que je connais un petit peu vos réflexions et visions de la chose, je pense que ces caractéristiques de l'étudiant et l'importance de la relation maître-élève étaient aussi présents dans votre schéma, d'une certaine façon. Ouais, je dirais la plus grande différence, là, puis peut-être que j'ai mal énoncé les choses, là, je vois aussi la relation entre les enseignants et les étudiants, entre chaque enseignant et chaque étudiant là, comme un élément déterminant. Et il est bien sûr que ce dont dispose l'étudiant à son entrée a une importance et que si on veut modifier l'impact de ce qu'il détient, il faut agir de façon à ce que ce soit possible. Ce qu'on fait de plus en plus aux États-Unis, dans les collèges et à la fin des études secondaires, en y investissant énormément de moyens, là, des moyens bien plus grands que ceux auxquels on peut habituellement faire appel ici. La différence que je fais, c'est que pour moi, la salle de classe est un petit peu plus grande probablement que la salle de classe à laquelle se réfère M. Larose. Pour moi, la salle de classe, c'est aussi le programme d'études. Écoutez, ça doit venir de mes années de travail. Là, mes 10-15 dernières années ont porté essentiellement sur l'évaluation des apprentissages et les programmes d'études. Pour moi, le programme d'études, c'est un lieu extrêmement important qui peut faire une différence selon la façon dont il est conçu, selon la façon dont il est structuré, selon l'espèce de la dynamique organique ou pas qu'il y a entre étudiants et enseignants et entre étudiants, enseignants et fin de la formation. Je dirais, s'il y a une différence, elle est là. Pour moi, le programme d'études permet d'agir de manière plus... mon Dieu, c'est pas fin de dire ça. De manière plus significative à cause des buts et des objectifs plus globaux poursuivis, puis de façon plus continue en matière de réussite. Pour le reste, je vois les choses de la même façon, c'est-à-dire, je sais que les services ont toujours une grande importance compte tenu de la situation des étudiants à leur entrée et pendant leur cheminement de formation. Ceci dit, j'ai constaté, puis il me semble que les auteurs que j'ai consultés l'ont souvent constaté aussi, des services qui ne sont pas intégrés à l'enseignement, qui ne sont pas intégrés au programme d'études, ont un impact moins grand et moins durable que des services qui sont intégrés à l'enseignement ou au programme d'études. Je dirais, s'il y a une différence, là, pour moi, elle est là, puis je ne dis pas que c'est pas moi qui ai un biais, là, mais le programme d'études est une réalité qui a assez longtemps été occultée en éducation supérieure au Québec, à mon avis. Là, hein. Et
il me semble, pas juste à cause de la perspective des compétences, mais il me semble qu'à cause de la perspective des finalités poursuivies, à cause du fait du temps. Travailler sur une session, c'est pas travailler sur 2 années, 3 années ou 4 années. À cause de ça, à cause de ce que la concertation peut apporter au cheminement d'un étudiant, à son développement, à son adaptation, à cause de ça, il faut que le programme d'études soit un élément important de l'approche systémique. Bon, bref, c'est le point de vue que j'en ai maintenant. François Vasseur, il me semble que vous mettez tout à fait bien la table pour la 3e condition, qui parle de vision commune. Je pense qu'on en est rendu là, un cadre de référence commun en matière de réussite, que tous ces agents-là possèdent. Donc, si vous vouliez peut-être nous présenter ça. En fait, je pense que M. Larose l'a bien énoncé au début. Là. Et je dirais, c'est un des éléments qui... Puis là, je vais faire référence à mon expérience, autant qu'au document que j'ai consulté. C'est un des éléments qui pose le plus problème, c'est arriver à faire exister, donc à faire en sorte que des gens élaborent ensemble, construisent ensemble, ou reconnaissent ensemble la pertinence d'un cadre de référence en matière de réussite qui puisse orienter leurs actions, qui puisse leur permettre de guider l'analyse de situation, l'interprétation de résultats, qui puisse éclairer la détermination des besoins, des objets d'amélioration. Écoutez, dit autrement, là, je me demande s'il est possible maintenant d'intervenir à l'éducation supérieure sans qu'on exige des personnes qui interviennent quotidiennement qu'ils aient un cadre de référence en matière de réussite ou en matière d'apprentissage, d'adaptation et d'atteinte des standards. Comment peut-on faire la formation ou contribuer à la formation aujourd'hui sans qu'existe un cadre de référence qui soit suffisamment commun pour nous permettre de travailler ensemble. Puis je dirais que ça a été l'une des préoccupations qui ont été le plus présentes dans les lectures que j'ai faites. Là, de plus en plus d'auteurs qu'on dit importants posent cette problématique-là ou cette nécessité-là d'un cadre de référence commun. François Vasseur, si vous permettez, on va demander aux gens de répondre justement à la question numéro 6, sur quelle importance accordez-vous à l'élaboration et l'utilisation d'un cadre de référence pour voir ce qu'ils en pensent eux-mêmes, donc nos participants. On va laisser 1 minute. Je peux poser une question? Oui, allez, M. Larose. Peut-être à M. Vasseur, la distinction entre le cadre commun et le projet éducatif. Est-ce que vous voyez une distinction entre ces deux notions? Les projets éducatifs que je connais, là, ceux que j'ai pu lire, sont, je dirais, vagues. Pour moi, un cadre commun, là, c'est vraiment pas tant qu'un modèle, qu'un référent structuré qui énonce ce qui agit sur la réussite, qui est fondé sur les résultats reconnus et actuels de recherche. Il me semble qu'on trouve rarement ça, non seulement dans les projets éducatifs, mais au collégial, parce que j'en connais, dans les plans de réussite. On parle de réussite, on parle de résultats de réussite, mais on parle assez peu là, de ce qu'on sait maintenant en matière de réussite et qui peut vraiment influencer favorablement la réussite. Est-ce que ça vous convient, M. Larose? Oui, je suis content parce que je voulais commenter là-dessus, mais je pense que M. Vasseur a à peu près dit ce que j'avais en tête. Les projets éducatifs, souvent pour en avoir travaillé avec des étudiants dans le cours sur
la formation à l'enseignement collégial, on s'aperçoit qu'ils sont peu connus souvent des enseignants sur le terrain. Ça devient plus un document de présentation du collège. Ils ont souvent la même facture. On a l'impression qu'ils ont été faits par les mêmes personnes souvent. Donc, on veut rencontrer, on a une perspective, une philosophie sur l'apprentissage qui est écrite et qui est cohérente avec nos actions. Mais je suis d'accord que, pour moi, je ne veux pas devenir gestionnaire d'un collège, mais si je m'improvisais gestionnaire d'un collège demain matin, j'essaierais d'avoir cette espèce de modèle systémique, de modèle causal, de modèle logique, et je ferais en sorte que tout le monde puisse le commenter. Je ferais le tour des départements pour entendre parler des qualités et des limites de ces modèles-là dans nos actions. Et pour moi, ça devient, tous les agents sont concernés, tous les agents le voient, ils ne sont pas tous d'accord nécessairement avec les finalités, mais au moins on est capable de construire les paramètres qui vont nous mener à la réussite. Je pense qu'un modèle, peut-être différemment de ce que M. Vasseur a dit, un modèle logique doit être, oui, fondé sur les connaissances en recherche, mais aussi sur la particularité du milieu. Parfois, il y a peut-être des variables beaucoup plus importantes. On a peut-être plus d'étudiants de première génération dans notre collège que dans un autre. On a peut-être plus d'étudiants de programmes techniques que dans un autre. Et le modèle va s'adapter progressivement à la particularité, la singularité d'un collège, ce qui devient beaucoup plus à propos quand on essaie de prédire la réussite de nos étudiants. Oui, c'est pour ça que je parlais d'une part de cadre général, puis d'autre part de cadre spécifique. Hein. Le cadre peut être spécifique à un établissement, mais pour que le cadre spécifique s'élabore, on a besoin de repères généraux. En fait, le cadre peut être spécifique à un établissement, il peut être spécifique à un programme d'études, il peut être spécifique à une étape de la formation, il peut être spécifique à un groupe d'étudiants, on pourrait avoir plusieurs cadres spécifiques dans un même établissement. Ça va de soi, c'est absolument nécessaire. Comme il va de soi que pour qu'un cadre soit commun, il faut, il me semble, deux qualités. Hein, qu'il a été partagé, et qu'il a été discuté. Ça ne veut pas dire que tout le monde y adhère. Ça veut dire que tout le monde y a accès, tout le monde peut en discuter, tout le monde peut se situer par rapport à ce cadre-là, et c'est comme ça aussi que le cadre peut évoluer. Mais il reste que si on n'a pas de repères communs, c'est difficile d'agir de façon systémique. François Vasseur, si on regarde les résultats du sondage, essentiellement, la majorité des gens ont répondu que c'était bénéfique un tel cadre de référence commun, et un certain nombre, je dirais 2 tiers bénéfiques et 1 tiers essentiel. Est-ce que vous êtes étonné du résultat? Je vous répondrais oui et non. Je serais étonné si on atteignait le même résultat à l'échelle de tout un établissement. Non, parce que j'imagine que les gens qui se sont inscrits à cette activité ont déjà des préoccupations de ce type-là. Je n'ai pas senti ou je n'ai pas perçu dans les établissements que j'ai fréquentés ou ceux où j'ai travaillé la même volonté collective de se donner un cadre de référence qui soit suffisamment commun, là, qui puisse servir de repère, qu'on y adhère ou pas, qu'on a envie d'en discuter tous les éléments ou qu'on soit en accord avec la plupart d'entre eux. Écoutez, je vais dire comme ça, là, l'enseignement est encore à l'éducation supérieure une profession individuelle. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai eue tout le temps que j'ai été dans le milieu de l'éducation supérieure, là, malgré des environnements qui parfois m'indiquaient le contraire. Là. Puis qui dit profession individuelle dit souvent repère individuel. Je pense que vous avez fait réagir une de nos participantes. Il y a une dame Gagnon qui dit « Oh, comme je suis d'accord, j'imagine que c'est sur la profession individuelle qu'elle réagissait. » Je ferai juste un commentaire là-dessus, c'est que dans la fameuse méta-analyse de M. John Hattie sur les facteurs qui font la différence quand on tente d'expliquer la qualité des apprentissages, toutes les notions de communication, de feedback, de rétroaction que reçoit l'enseignant
à la fois de ses élèves ou de ses collègues, c'est central Ouais. dans la qualité de la formation qui va présenter à ses étudiants. Donc, si on met ça en parallèle avec le fait que ce soit parfois un monde individuel, il faut s'assurer que quand on s'engage dans cette profession, c'est une profession qui va nous permettre de se développer dans la mesure où on ouvre nos livres aux autres acteurs et qu'on accepte d'être observé, qu'on accepte qu'on soit commenté et de ne pas avoir peur, de ne pas être anxieux de ces évaluations-là ou de ces observations-là de collègues, et que c'est comme ça qu'on se construit. Je ferai le parallèle avec la recherche. Quand on soumet un article scientifique, on expose notre travail à des pairs scientifiques à travers le monde. Ben, si on est anxieux de recevoir les commentaires et d'argumenter, parce que ça ne veut pas dire que l'observation est juste, il y a tout l'argument, mais l'argument sert à construire le rationnel de comment on enseigne, de pourquoi on a utilisé telle activité, pourquoi on fixe tel objectif, etc. Je pense que c'est central, puis ça, ben, c'est une culture qu'on doit toujours développer. François Vassar, cette culture-là, vous apparaît importante? Oui, de la même façon que c'est vrai pour les étudiants, de la même façon que c'est vrai pour tous les professionnels qui gravitent autour des étudiants, comme autour des formations, là, je dirais, ça m'apparaît primordial et il me semble, puis là je vais peut-être dire une énormité, là, c'est pas le milieu dans lequel j'ai grandi, là, mais il me semble qu'à l'enseignement primaire, c'est quelque chose qu'on a bien développé ou qu'on a davantage développé. Donc, cette vision là, commune, ce référence commun, puis le travail, l'ouverture? Oui, puis je dirais que ça, c'est... Je sais qu'on questionne toutes les formations, y compris la formation des enseignants et des enseignantes, mais il me semble que la formation des enseignants et des enseignantes comporte cette dimension-là et que la plupart des futurs enseignantes et futurs enseignants qui en sortent ont bien intégré cette dimension-là de leur travail. J'ai pas d'enfants, mais je fréquente plein de gens qui ont des enfants, puis je connais des enseignantes au primaire, puis il me semble que ça fait partie, globalement, là, ça fait partie de leur culture ou de leur habitus professionnel, et que ça fait une grande différence. J'ajouterais une chose que dans les recherches qui ont porté sur la formation des enseignants au secondaire, on n'est pas au post-secondaire, mais parfois on peut faire des parallèles. L'utilisation de l'observation de vidéos dans la formation des enseignants, se voir enseigner, se voir interagir, et ça pourrait aussi différencier de se sentir évalué, parce que on ne parle pas d'évaluation ici, on parle de formation. C'est une des approches qui est la plus viable pour prédire les attitudes et les comportements d'un enseignement exemplaire. Et ça, pour avoir passé dans 2 systèmes, jamais, moi, j'ai été observé. Je partage des cours avec des collègues où on commente comment notre cours a fonctionné, puis probablement que plusieurs le font aussi. L'observation systématique de notre pratique, ça devrait être au cœur de l'amélioration de cette pratique-là. Je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Messieurs, si vous permettez, M. Paillard, qui est un des participants, nous fait remarquer qu'on oublie peut-être une notion qui s'appelle l'autonomie académique qui n'est pas présente au primaire ou au secondaire. Comment vous réagissez? Écoutez, pour moi, la notion d'autonomie, c'est celle de l'autonomie professionnelle. Hein? C'est l'autonomie des moyens, pas celle des fins. Hein? Les fins nous sont données, c'est celle d'un programme d'études, c'est celle d'un cours. Ce qu'on a, c'est l'autonomie du choix des moyens qu'on prend pour que ces fins-là adviennent. Et pour moi, l'autonomie individuelle s'inscrit dans l'autonomie collective qu'on accorde aux étudiants. Pour moi, aux enseignants, pour moi, c'est quelque chose d'important, de central, que la question de l'autonomie collective.
On a collectivement l'autonomie nécessaire pour faire ce qui nous apparaît être le plus approprié et on va l'exercer, cette autonomie collective-là, individuellement, mais en l'inscrivant dans les actions d'une communauté ou d'une collectivité. Écoutez, c'était pas mon point de vue quand j'ai commencé à enseigner, mais c'était devenu mon point de vue quand j'enseignais encore. J'ai vécu je vais faire très court, là, j'ai participé à la création, à la mise en place du centre collégial, du centre des études collégiales des îles de la Madeleine. Il y avait 150 étudiants au départ, 20 enseignants dans une salle multifonctionnelle, vous savez, là, les vastes salles préfabriquées, et l'autonomie collective dont on disposait et le fait qu'on l'a utilisé ensemble m'a fait vivre ce que je pense être le plus beau projet que j'aurais vécu là, durant toute la période où j'aurais travaillé en éducation supérieure. Et pour moi, dans ce milieu-là, il n'y a jamais été question, d'abord en tout cas d'autonomie individuelle, mais d'autonomie et de responsabilité collective qu'on prenait en charge individuellement avec les balises qu'on s'était données. Puis je pense que jamais on a aussi bien fait en éducation, même si on était presque tous des débutants, que dans ce cadre. Simon Larose, la question de l'autonomie académique, ça doit vous interpeller aussi? Oui, ben moi, je suis un peu en accord avec ce que M. Vasseur disait. Je parlerais d'autonomie et d'éthique professionnelle. Et pour moi, l'autonomie doit être cohérente avec des décisions éthiques. Et d'un point de vue chercheur, c'est de faire reposer notre pratique sur les données probantes, sur ce que la recherche nous dit. Et trop souvent en éducation, ça a été documenté ailleurs, là, mais on reconduit des mythes, des modes. On ne sait pas si ça fonctionne. Actuellement, on a beaucoup de passion pour la pédagogie inversée. C'est correct, on innove, on essaie des choses, mais on ne sait pas encore si ça marche très bien, si ça fait une différence. Moi, je pense que quand on parle d'autonomie, on doit aussi mettre dans l'équation l'éthique professionnelle et par exemple, de savoir que l'observation systématique de notre comportement d'enseignant est un facteur important de la réussite, de la qualité des apprentissages. Si je sais ça comme professionnel, je vais essayer de le faire un peu plus que ce que je le faisais, parce qu'éthiquement, je dois faire ça, parce que mon travail, c'est d'améliorer cette qualité d'apprentissage-là, puis de réussite de mes étudiants. Donc, il faut avoir un équilibre entre ce que je peux faire sans rendre de compte à personne et éthiquement ce que je dois faire pour rencontrer les conditions d'un enseignement efficace. Ce qui nous renvoie au cadre de référence, une espèce de savoir partagé ou de savoir de base à propos de l'apprentissage et de l'enseignement que tous les intervenants devraient avoir acquis. Et ce qui nous ramène aussi peut-être à la condition numéro 4, le projet coopératif de réussite. En fait, un projet coopératif de réussite, c'est, si je l'énonçais dans le cadre qui a été celui de la présentation, c'est le produit de la mise en œuvre des 3 autres conditions. Hein. Parce qu'on a une vision de la réussite, que cette vision-là est suffisamment commune, parce qu'on a une approche systémique, parce qu'on sait donner un cadre de référence commun, plus global, puis un cadre de référence spécifique, on peut se donner un projet coopératif de réussite. En fait, qu'est-ce que c'est un projet coopératif de réussite? C'est un projet, un plan d'accroissement de la réussite et ça n'a de chance de durer. Ça n'a de chance de s'inscrire dans la continuité, de conduire au succès que si les 3 premières conditions sont remplies. Il y a plein de choses merveilleuses qu'on a faites dans les cégeps et les universités en matière de réussite, qui ont réellement contribué significativement, de façon importante, avec un impact considérable à la réussite. Il y en a assez peu qui ont duré.
Il y en a même globalement très peu qui ont duré. Elles reposaient sur une ou quelques personnes. Elles reposaient sur un investissement financier, une libération qui est disparue après quelques années. Un projet coopératif de réussite, c'est la volonté d'arriver collectivement à un résultat. C'est des cibles qu'on s'est données avec notre vision de la réussite, dans le cadre de notre approche systémique, compte tenu de notre cadre de référence. C'est des actions qu'on veut mener de façon concertée, de façon cohérente. C'est notre désir de s'investir puis d'agir ensemble en faveur de la réussite. Et M. Larose le disait, c'est notre désir d'évaluer ensemble ce à quoi on parvient. Ce qu'on fait, comment on le fait, ce que ça donne. C'est notre désir de collaborer et de croître, de se développer ensemble pour une meilleure réussite. Une meilleure réussite, une plus grande réussite, une réussite plus significative. C'est très, très satisfaisant pour les enseignants. C'est fondamental pour les programmes d'études. C'est indispensable compte tenu du fait qu'on veut que de plus en plus d'étudiants poursuivent des études collégiales et universitaires. Et il me semble qu'il doit y avoir des projets coopératifs de réussite dans chaque établissement et dans différentes unités de l'établissement et qu'ils ne peuvent naître et croître que dans la mesure où on a une vision suffisamment commune de la réussite, qu'on a un regard assez systémique sur la réussite, puis qu'on s'est donné et qu'on questionne notre cadre de référence, qui soit global spécifique, pour nous permettre d'agir en faveur de la réussite. Le temps des actions plus personnelles, individuelles, n'est pas disparu, mais le temps des actions plus collectives en faveur des réussites est arrivé, il me semble. Il y a déjà beaucoup qui a été fait pour accroître la réussite. Si on veut l'accroître davantage, il faut des projets qui impliquent la coopération, la concertation d'un grand nombre de personnes à partir d'analyses de la réalité dans chacun des établissements, programmes, cours, etc., pour différents types d'étudiants. Simon Larose, ce que vient d'énoncer François Vasseur, ces 4 conditions-là, il y a des éléments qu'on connaissait déjà, il y a des éléments qu'on connaissait mais qu'on n'appliquait pas, je dirais, d'une certaine façon. Il reste que c'est des défis encore aujourd'hui. Oui, puis le principal défi, je pense, c'est de permettre aux enseignants d'y participer de façon active alors qu'ils sont contraints à des tâches quand même importantes, imposantes, là, de 4 à 5 cours, où quand j'essaie de voir dans l'horaire comment je peux contribuer puis participer activement au développement d'un projet comme celui-là. Je sais que dans plusieurs collèges, parfois, pas toujours, mais parfois les recherches paréa ont permis progressivement d'implanter des projets plus de nature coopérative. Je peux un peu me référer à mon expérience quand j'avais commencé comme professeur de collège, où on avait comme mandat de suivre l'implantation des premières sessions d'accueil d'intégration, les programmes tremplin maintenant, où on a fait du dépistage, de l'évaluation, puis d'essayer de comprendre le modèle qui expliquerait la portée de ces programmes-là. C'était pour nous un réel projet coopératif, puisque ça permettait de réfléchir sur cette structure-là dans notre collège et dans l'ensemble des collèges qui devaient par la suite implanter les sessions d'accueil d'intégration. Mais pour moi, le temps est une contrainte importante et je ne sais pas comment on pourrait y arriver. Je ne suis pas syndicaliste et je suis pas dans les... Mais il faudrait à un certain moment qu'il y ait un perfectionnement reconnu pour les enseignants de collège pour qu'ils puissent se renouveler, innover. On a le bonheur à l'université d'avoir des tâches moins imposantes et de pouvoir se renouveler via la recherche. Mais je pense que dans le milieu collégial, il faudrait trouver une plateforme pour que ce renouvellement, cette innovation-là soit présente et pour participer à des projets coopératifs de réussite. Oui.
on ne peut pas le mettre en doute, là, les conditions actuelles de travail des enseignants, comme plus globalement de tous les professionnels liés à l'enseignement, puis probablement des cadres liés à la formation aussi, permettent extrêmement difficilement de mener des projets coopératifs de réussite. Ceci dit, ils ne sont pas moins importants pour autant. Puis oui, il faut se questionner sur ce que seraient des conditions plus acceptables. Ce n'est pas vrai. Évidemment, la tâche de chaque enseignant diffère, là, mais ce n'est pas vrai que dans le cadre actuel, on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux en matière de réussite sans exiger des personnes concernées bien plus que ce que leur cadre de travail les oblige à faire. Puis de ce point de vue-là, là, il y a des changements à faire, qui ne sont pas juste des changements administratifs, qui sont aussi des changements de culture. La collaboration, c'est quelque chose qui doit s'implanter, hein, puis qui nécessite la reconnaissance de l'autre, la confiance en l'autre. Donc, il y a des conditions administratives de travail, puis il y a des conditions, je dirais, culturelles qu'il faut modifier pour arriver à des changements comme ceux-là. François Vasseur, Mme Ingrid Gagnon qui mentionne que dans les collèges tout au moins, puis on sait qu'à l'université c'est la même chose aussi avec les chargés de cours, il y a des gens qui sont presque de passage, des enseignants, des enseignantes ou des professeurs, des occasionnels. Comment on peut travailler dans ce sens-là quand les gens peuvent arriver à une session, repartir, revenir 2 ans plus tard? Je dirais, ça fait partie de l'ensemble qui mérite un nouvel examen. La situation est encore pire, je pense, dans les universités, mais elle n'est pas gaie dans les cégeps. Ça fait partie de ce qu'il faut réexaminer. Ceci dit, si on reprend la perspective que M. Larose a exprimée au début, là, apprendre, s'adapter, atteindre des standards. Des personnes qui sont occasionnelles peuvent aussi bénéficier de la part de cette collectivité-là pour évoluer. C'est un élément qui est pas négligeable. Elles n'ont pas toujours la disponibilité requise, elles peuvent avoir un autre emploi, 2 autres emplois, 3 autres emplois, mais il reste que même pour les personnes occasionnelles, je dirais, l'existence d'un projet collectif, plus largement là, de réseau, fait en sorte que les personnes vont apprendre, s'adapter et évoluer, et donc vont tirer profit du temps qu'elles auront investi. Et est-ce que d'une certaine façon, ça ne pourrait pas les aider que tout cela existe, cette approche technique, la coopération, etc.? Écoutez, moi je pense que oui. Je pense que c'est pas seulement pour les étudiants. Hein. Ces conditions-là, ce sont des conditions qui pourraient faire en sorte que le travail de chacun, que l'évolution de chacun, que le développement de chacun soit facilité. Et pas seulement des étudiants. On n'a pas parlé aujourd'hui de développement professionnel, mais M. Larose l'a abordé à travers l'observation plus systématique, les échanges. Là. Mais les conditions qu'on a énoncées, elles valent aussi pour le développement professionnel. Hein? M. Larose l'a bien dit, il n'y a pas d'espace pour le développement professionnel en ce moment, au moins dans les cégeps. Il n'y a pas de conditions qui favorisent le développement professionnel, alors que, comme pour n'importe quelle profession, puis encore peut-être plus pour celle-là, parce que c'est une des plus exigeantes, des plus difficiles, des plus complexes, il est absolument nécessaire qu'il y ait un développement professionnel. Il nous resterait quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Je demanderai à nos participants et participantes, ceux qui voudraient bien donc nous interpeller par des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus. Donc, M. François Vasseur et M. Simon Larose, ça ferait un plaisir d'y répondre. Donner quelques secondes pour faire des questions par écrit ou par autrement. Donc, on serait heureux d'y répondre. Madame Huguette Dupont,
Avez-vous des ressources à proposer en matière de réussite de cadre de référence? Je vais m'adresser à M. Vasseur, j'imagine. Donc, quand on parle de cadre de référence, peut-être les prochains webinaires vont aller plus loin? Je le dis sans prétention, là, avec toutes les limites que j'ai énoncées au début. Le dossier lui-même peut servir, pas de cadre de référence, mais en tout cas, certainement de référent dans la réflexion sur un cadre de référence. Dans le 5e document du dossier, dans le dernier document du dossier, il y a aussi des références à des auteurs qui proposent des cadres de référence ou qui proposent des modèles, des structures pour élaborer des cadres de référence. Oui, je rappellerai aussi aux participants qu'il y a une longue et ample bibliographie. Donc, vous pouvez consulter des travaux de M. Vasseur. Je pense que vous allez avoir de la lecture pour quelque temps si vous mettez la main là-dessus. Déjà, c'est un début. Il y a maintenant M. Pailleur qui dit « Et comment lier tout cela au plan de réussite des collèges? Ce sont aussi des projets communs. » Donc, comment l'arrimage se fait entre cette vision-là systémique et les projets de réussite, les plans de réussite? Ma réponse la plus simple, ce serait les plans de réussite devraient être des émanations d'une vision de la réussite, d'une approche systémique de la réussite et d'un cadre de référence global et spécifique en matière de réussite. Et puis quand je dis spécifique, là, ça veut dire aussi un cadre qui est le produit de l'analyse qu'on a faite de la réalité de l'établissement ou des réalités liées à la réussite au sein de l'établissement. Le fait de devoir rédiger un plan de réussite pourrait aussi nous amener à nous questionner sur un nouveau plan de réussite. Puis, le fait d'examiner les résultats d'un plan de réussite antérieur devrait aussi nous amener à nous questionner sur la vision de la réussite, sur l'approche de la réussite, puis sur ce que sont nos référents en matière de réussite. Moi, je pense que... je dis des choses pas fines. Je pense que les cégeps n'étaient pas prêts à faire des plans de réussite quand on leur a demandé de faire les premiers plans de réussite. Et parfois, je pense, puis ce n'est certainement pas vrai pour tous les établissements, parfois je pense, puis M. Larose a dit quelque chose de semblable, je pense, dans un autre contexte tantôt, je pense que d'un plan de réussite à l'autre, on a tendance à reproduire ce qu'on a bien eu du mal à mettre sur papier la première fois, puis que d'une course au plan de réussite à la course suivante au plan de réussite, on se donne pas tout le temps de réflexion qu'il faudrait pour faire naître des plans de réussite plus appropriés à nos réalités. On a une intervention d'une personne qui s'adresse d'après moi aux deux, ou en tout cas ce serait intéressant d'avoir vos deux visions. C'est Jalila Medjati. Qu'est-ce que l'interculturalisme, ou est-ce que l'interculturalisme, pardon, a un impact sur le niveau de réussite des différents acteurs? Donc, elle amène un nouvel élément dans ce décor-là. Je ne sais pas si M. Larose ou M. Vasseur voulait répondre en premier. C'est la question de comment on arrime tout cela en mettant au cœur de ça aussi l'interculturalisme. Simon Larose? Moi, je pense que c'est une problématique en soi qui doit être étudiée pour elle-même en fonction qui a probablement ses propres déterminants et effets. Puis je pense que tout collège doit être ouvert à l'interculturalisme puis à s'assurer de respecter dans le cadre du fonctionnement de notre société, là, mais de respecter les différences interculturelles puis de s'assurer que les messages soient clairement positifs à l'égard de la différence. Moi, je reviens en même temps à la formation initiale ou à la formation professionnelle avant d'entrer, d'être enseignant de collège. Dans le diplôme en enseignement collégial qu'on donne ici à l'université, il y a un volet où on traite en fait, c'est pas beaucoup d'heures, là, parce que c'est un diplôme très court, mais où on traite de l'interculturalisme. Les services à l'interculturel, je pense
ont été coupés. Je ne sais pas si c'est revenu dans les collèges, là, mais je trouvais ça triste parce que je trouvais que c'est une ressource extrêmement importante. Mais donc, dans la formation initiale, on peut installer différentes cultures chez les futurs enseignants, notamment la culture de coopération. On en parlait tout à l'heure, où ils sont assis avec des gens qui ont des bacs en physique, en chimie, en mathématiques, en sociaux, en psycho, de toutes les disciplines qui s'enseignent au collégial, et ils développent ensemble des projets. Alors, il y a déjà cette coopération-là qui s'installe dans leur formation initiale et qui leur sert de modèle quand ils commencent leur travail au collégial. La même chose pour l'interculturalisme. C'est des choses qui sont travaillées en formation initiale. Donc, je pense que, sans répondre directement à la question, mais la formation initiale est un élément important pour installer une culture de changement, je pense, qui peut être bénéfique là, pour les prochaines générations d'enseignants. Rapidement, François Vasseur, vous, l'interculturalisme, vous situez où? C'est pas une réalité à laquelle j'ai été beaucoup confronté au collégial, mais j'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé en Tunisie, puis une chose que j'ai appris, c'est que il vaut mieux ne rien prendre pour acquis. Ma représentation de la réussite n'est pas la leur. Ma représentation d'une formation réussie n'est pas la leur. Ma représentation de la coopération, de la collaboration n'est pas la leur. Alors, plus on vit dans des milieux interculturels, plus la nécessité de communiquer, de discuter est grande. Hein, il faut asseoir, établir quelque chose qui puisse intégrer différentes cultures. Hein, culture au sens large et culture comme M. Larose l'a expliqué, la culture des enseignants de sciences, globalement, n'est pas celle des enseignants de littérature. Je dirais, il faut être sensible à l'interculturalisme et il faut, particulièrement dans les établissements où la présence interculturelle ou différentes cultures est plus marquée, il faut faire en sorte que tous les éléments qu'on met en place intègrent, en tout cas, au moins dans leur composition, dans leur constitution, dans leur discussion, les différentes cultures. François Vasseur, il y a deux questions qui sont arrivées, puis on est en fin de parcours. Je vais vous les poser ensemble et je vais vous poser un grand défi de me répondre à ça en 1 minute. Donc, est-ce qu'un plan de réussite est une forme d'opérationnalisation d'un cadre de référence? Donc, on revient un petit peu à cette idée-là. Et l'approche réflexive semble être un incontournable pour la rédaction d'un solide plan de réussite, selon quelqu'un. Je répondrai oui aux deux. Oui, ce serait bien qu'un plan de réussite soit une forme d'opérationnalisation d'un cadre de référence, hein, d'un cadre de référence global et spécifique, compte tenu de la réalité qu'on affronte, des moyens dont on dispose, etc. Et oui, l'approche réflexive, hein, tant quand il est question d'adaptation, d'apprentissage, d'atteinte de standards pour les étudiants, que quand il est question de la réalité de l'établissement, quand il est question des programmes d'études, des enseignants, des services, oui, l'approche réflexive est pas mal toujours incontournable. Mais l'approche réflexive, c'est pas nécessairement sa propre pensée qui se penche sur elle-même. L'approche réflexive peut s'exercer en communauté. On arrive déjà à la fin du premier webinaire. Vous avez à l'écran les prochains. Donc, les agents de l'accroissement de la réussite, les facteurs propres à chacun et leurs effets, les illustrations les illustrations d'actions favorisant la réussite. Le PowerPoint sera disponible sur le site du CAPRES. On vous invite aussi à répondre à la dernière petite question, qui est une appréciation du webinaire. Je remercie nos invités, M. François Vasseur, consultant en éducation, et M. Simon Larose, professeur au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Je remercie aussi le CAPRES d'avoir organisé, tout particulièrement Catherine Boulanger pour toute la logistique. Merci à vous qui avez été présents aujourd'hui et on espère vous retrouver lors de notre prochain webinaire. Merci beaucoup.
Un gros merci. Vous avez à l'écran, il y a eu une petite erreur dans nos webinaires, c'est pas grave du tout. Les webinaires qui s'en viennent. Moi aussi, je veux remercier nos panélistes. La présentation qui a été faite aujourd'hui, le PowerPoint est déjà disponible sur le site web du CAPRES dans la section webinaire, sous le titre du webinaire d'aujourd'hui. Dans quelques jours, semaines, la captation va être disponible également pour les gens qui n'ont pas pu y participer ou s'il y a des petits bouts que vous voulez aller rechercher. N'hésitez pas si vous avez des questions pour nous, envoyez-les-moi au CAPRES, puis j'essaierai de trouver réponse auprès de nos panélistes si besoin. Je voulais vous dire, oui, c'est tout. Merci énormément en espérant que ça vous a plu. Et aussi, je vous dépose ici le lien, je vais vous l'envoyer par courriel également, mais pour faire le sondage de satisfaction, ça nous aide beaucoup et ça nous aide à améliorer les prochains. Donc, je vous envoie ça très bientôt. En fait, il est supposé s'ouvrir tranquillement sur votre page, sinon vous allez le recevoir par courriel. Donc, un gros merci à tout le monde et en fait, le prochain webinaire est dans 2 semaines. Il y en a plusieurs qui sont déjà inscrits. Vous allez recevoir les détails probablement au courant de la journée aujourd'hui ou demain. Donc, encore une fois, un énorme merci à M. Vasseur. Il y a énormément de travail derrière ce dossier-là, derrière ces présentations-là. Il va être là au cours de tous nos webinaires de la série des 6. Bref, un immense merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.